Je mets des cannes. Alors, deux informations pratiques. D'abord, une qui est relative à ce qui est en partie inscrit au tableau, les GAFAM. Alors, vous les avez sur vos téléphones et ça serait bien que ceux-ci, CUX, soient éteints, ou du moins non sonores, voilà, afin qu'on ne soit pas perturbé par ce qui va déjà nous occuper dans la soirée. Donc ça, c'est la première information pratique. La deuxième information pratique, c'est que la conférence de ce soir va porter sur des thèmes qui sont abordés dans les deux derniers ouvrages de Pierre Musso et que vous trouverez sur la table là-bas. Alors, afin de vous orienter dans votre choix rapidement, je commence par le dernier, Le temps de l'État-entreprise, dont le sous-titre est Berlusconi, Trump, Macron. Et on sera peut-être surpris de voir coller ces trois noms, mais tout l'objectif de l'ouvrage est de montrer que ça appartient à une même manière de repenser la politique, et vous aurez compris avec le titre que ce sont des personnages, des hommes politiques qui ont pour trait caractéristique commun d'avoir introduit dans l'imaginaire politique l'idéal de l'entreprise. Donc cet ouvrage-là a un côté plus actuel, même s'il plonge dans des racines historiques plus lointaines, qui sont davantage explorées dans ce volume-là, qui est plus épais, mais aussi assez prenant du point de vue de l'ampleur de l'enracinement historique que ça envisage. Alors vous avez la première de couverture au tableau, là je ne sais pas comment appeler ça, sur l'écran, voilà, la religion industrielle. Alors je pense que le titre nous dit pas mal de choses, qui va permettre aussi de comprendre le titre de la conférence de ce soir, mais je laisserai à Pierre Musso le soin de préciser davantage de choses. Mais l'idée, c'est bien sûr d'interpréter ce qu'on considère comme, de notre point de vue, dans l'histoire de nos sociétés, une forme d'émancipation par rapport à la religion, à savoir l'industrie et la révolution industrielle, qui sont interprétées comme les racines de la modernité, donc le début de ce moment où on va se libérer progressivement du poids des institutions religieuses. L'objectif de Pierre Musso dans cet ouvrage est de montrer qu'au contraire, ça prend ses racines dans des bouleversements qui sont très étroitement liés à l'histoire du christianisme occidental. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces ouvrages, sachez qu'il y a un lien quand même fort thématique entre les deux, mais que la lecture du dernier, qui est plus actuelle, ne nécessite pas la lecture du premier. Mais cela dit, si vous avez envie de vous y plonger, je ne peux que vous y encourager. Voilà. Dernière chose, donc l'hégémonie et industrialisme, ce sont des termes qui font écho peut-être pour certains d'entre vous à des choses. Hégémonie, ça vous fera penser à Gramsci. Et puis industrialisme, c'est une notion qui a été en particulier forgée par Pierre Musso, donc je laisse le soin de préciser davantage le contenu qu'il met dedans. Voilà. Bonne soirée, bonne conférence et bons échanges après. Bonsoir et merci de votre invitation et de la présentation. Je vais donc vous parler de l'hégémonie de l'entreprise, de l'industrialisme au GAFAM, puisqu'il semble qu'il y a un grand intérêt sur les GAFAM. Je suis moins passionné apparemment que sur ce sujet-là, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, donc je vais vous en parler. Ce sera un des moments de ma présentation. Je voudrais en profiter pour rendre hommage, et ça fera la transition, à André Tauzel, puisque la dernière fois que j'étais venu ici, André Tauzel était avec moi, on avait dîné ensemble, je devais lui envoyer le manuscrit d'ailleurs pour la relecture de cet ouvrage-là, La religion industrielle, et il m'avait dit évidemment qu'il allait le relire. André Tauzel avait été mon prof de philo à Nice, et puis on était devenus amis, complices. Donc tant mieux, il y a un bouquin qui vient de sortir sur un colloque qui a été tenu l'an dernier, après le bouquin d'Arnaud Münster déjà, qui était paru sur un hommage à André Tauzel. Alors André Tauzel m'a beaucoup, c'est un spécialiste de Gramsci comme vous savez, entre autres de Spinoza et de Kant aussi, mais André Tauzel m'a fait comprendre beaucoup de pistes de Gramsci. Et le concept d'hégémonie, effectivement, c'est un des concepts centraux d'Antonio Gramsci. Et hégémonie, au double sens, ici je vais l'employer, c'est évidemment de puissance, de domination de l'entreprise. Et c'est la thèse de mon deuxième bouquin, L'État-entreprise. C'est que l'entreprise devient
la très grande entreprise, hein, je ne parle pas du commerce du coin, la très grande entreprise devient une institution de plus en plus puissante, non seulement sur le plan économique et technique, mais là où on le voit beaucoup moins, et c'est pour ça que je fais ces deux bouquins, sur le plan culturel et politique, à tel point que, on le disait en arrivant, le président de la République, mais ce n'est pas la première fois, reçoit Zuckerberg, le patron de Facebook, mais ça avait déjà été le cas dans le passé avec Steve Jobs, comme un chef d'État. Et que par exemple le Danemark a déjà l'an dernier, ou il y a 2 ans, nommé un ambassadeur, au même titre qu'un ambassadeur auprès de notre pays, auprès des GAFAM, qui prennent statut d'État, si vous voulez, ou qui ont l'équivalent sur le plan diplomatique. Alors le concept d'industrialisme, en revanche, je corrige, il n'est pas de moi, parce que tous ces bouquins viennent à la suite de travaux sur notamment Henri Saint-Simon, qui est ce qu'on appelle à tort un des socialistes utopiques du début du XIXe siècle. Et Saint-Simon a été en fait, dont j'ai pu publier avec des amis les œuvres complètes au PUF il y a 4-5 ans. Saint-Simon, dont s'est inspiré beaucoup Marx et tous les socialistes, mais aussi les libéraux, c'est un peu le fondateur des fondateurs, si vous voulez. Saint-Simon a créé ce terme d'industrialisme, et même le terme aussi industrialiste, le substantif industriel, pour dire les industriels. Donc on peut le voir, et c'est comme ça que j'ai relu souvent son œuvre, comme le philosophe de l'industrie, justement, au lendemain de la Révolution française, en voyant dans ce qui allait advenir avec l'industrialisation, une des issues possibles à la Révolution française, qui, pour lui et beaucoup d'autres, n'avait pas accompli son rôle central, c'est-à-dire de changer le système social, puisque, comme vous savez, peu après la Révolution, on a eu l'Empire qu'il a vécu, puis la Restauration qui ramenait l'Ancien Régime. Donc, effectivement, on pouvait, entre 1804 et 1830, s'interroger beaucoup sur la portée pratique, politique de la Révolution française dans le système politique français. Alors, je vais vous présenter 3 réflexions, si vous voulez. La religion industrielle. Si vous n'avez pas le temps de lire les 800 pages, que ça ne vous passionne pas, j'ai fait dans le monde diplomatique d'il y a 2 ans une synthèse. Et puis, pour l'État entreprise, j'ai fait pareil dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Un autre résumé, donc si vous êtes abonné au Diplo, vous avez en 2 pages la quintessence peut-être, vous faites l'économie. Et puis je fais un passage intermédiaire pour parler des GAFAM, que je range, donc GAFAM, mais maintenant tout le monde le sait, au début, il y a 2-3 ans ou 5 ans, c'était encore un acronyme qui restait dans les milieux high-tech. Ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc ces 5 grandes industries de la Silicon Valley pour l'essentiel, donc américaines dans le domaine de l'informatique notamment. Alors, un passage par ce que j'appelle avec d'autres les industries de l'imaginaire, qui sont des industries qui ont accompagné le mouvement de l'industrialisation, en fait, depuis le 19e siècle. Ce n'est pas une grande nouveauté, les GAFAM. Évidemment, techniquement, c'est une grande nouveauté parce qu'il fallait l'informatisation. Mais on a eu déjà des phénomènes tout à fait comparables. Par exemple, dans le domaine du cinéma, dès les années 1920, il y a 5 grands studios qui vont contrôler, encore aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes, donc un siècle plus tard, c'est pas rassurant pour les GAFAM, pour le devenir des GAFAM, si on est critique, qui contrôlent l'industrie cinématographique mondiale. Alors, je suis parti de ce constat qu'avait fait Kenneth Pomerantz, en gros, 1800, ce qu'on assimile en gros au début de l'industrialisation. Vous voyez des courbes, ces courbes sont souvent dans des tas de livres au début, de tas de bouquins contemporains, pour dire voilà, il y a eu une grande bifurcation vers 1800. Là, c'est une courbe de la démographie mondiale. Vous voyez qu'elle est très stable, certains sont remontés même
20 000 ans avant en amont, et vous avez une inflexion à 90 degrés. Donc que s'est-il passé? Bien sûr, l'industrialisation est un des éléments, et c'est souvent pour ça qu'on s'interroge sur cette période 1800. Alors, moi j'ai porté un regard non pas d'économiste, parce que sur l'industrie, et l'industrie, je vais vous dire comment je l'entends, c'est pas l'industrie manufacturière dont on se lamente en permanence sur la disparition ou la marginalisation. L'industrie, c'est, si vous voulez, le monde de l'entreprise. C'est un regard philosophique. Les philosophes n'ont pas pris assez au sérieux la question de l'entreprise. Et c'est encore un grand problème aujourd'hui, à mon avis, politique majeur. C'est quand vous lisez Le Capital de Marx, tout le livre 1, il est consacré à l'industrie. L'État, c'est à la limite très secondaire. La question centrale, pour tous les socialistes, tous, sans exception, Saint-Simon, les anarchistes a fortiori, comme Proudhon, mais Owen, Fourier, Cabet, etc., la grande question, c'est l'entreprise. Tout commence dans l'entreprise. Et tout finit dans l'entreprise. Aujourd'hui, et on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs, parce que j'ai eu un débat avec eux à la Sorbonne il y a un mois ou deux, la question de l'entreprise n'est pas posée. Or, c'est la question centrale, et même du point de vue des partis politiques, de la gauche, de toutes les gauches, puisqu'elles sont un peu multiples aujourd'hui, la question de l'entreprise n'est pas suffisamment posée. Alors, c'est pour ça qu'une approche philosophique, à mon avis, est très importante, au-delà de l'approche classique qui est essentiellement économique, technique, éventuellement, qui porte sur les questions du travail. Donc c'est ce que j'ai appelé un occidental selfie, c'est-à-dire un regard anthropologique de l'Occident sur lui-même. En général, l'anthropologie porte son regard sur d'autres civilisations, c'était le cas de tous les grands anthropologues, mais il faut aussi retourner le regard anthropologique sur nous-mêmes, si vous voulez. Alors par Occident, j'entends le nord de la planète, essentiellement l'Europe, les États-Unis. Considérer l'industrie comme la vision du monde, j'emploie même le terme que je prends à Paul Valéry, d'architecture fiduciaire. Fiduciaire, c'est un terme de juriste, mais ça veut dire d'abord, ça vient de fides, la foi, en latin. Donc tout ce qui est fiduciaire, c'est ce qui relève de la croyance collective. Et donc c'est ce qui fait tenir une société. Une société ne tient que par ses mythes, par ses croyances, par ses religions, vous les appelez comme vous voulez. Et Platon appelait ça le clou qui fait tenir une collectivité. C'est-à-dire si vous retirez le clou, tout s'effondre. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant d'interrogations sur le sens de nos sociétés au moment de l'explosion de la puissance technoscientifique. Alors, la religion industrielle, bien sûr, c'est une religion séculière, c'est une religion terrestre, c'est pas une religion au sens traditionnel, c'est-à-dire qui célèbre des dieux, quoique, mais en tout cas, c'est une religion séculière, c'est un terme de Raymond Aron, séculière. Alors, industrie, je l'entends au sens étymologique du terme, c'est-à-dire industria en latin, ça veut dire ce qu'on a en soi, in, c'est le souffle intérieur, le génie intérieur, on pourrait dire, et struere, c'est le verbe latin qui veut dire construire, projeter à l'extérieur. Donc industrie, c'est pas du tout l'industrie manufacturière dont on parle tous les jours, pour se lamenter, c'est l'ensemble de l'activité de production humaine des savoirs intérieurs ou des projections intérieures ou des visions ou des imaginaires intérieurs projetés pour réaliser quelque chose à l'extérieur. Donc c'est l'essence même de l'être humain travaillant, si vous voulez, sur le monde pour l'arranger, le construire, le reconstruire, fabriquer, faire. Et le sens du mot industrie a évolué dans l'histoire, d'abord et pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe, pratiquement, c'est l'habileté. C'est l'habileté, c'est le savoir-faire, c'est le métier. Et puis, à partir du XVIIe, ça va définir des secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on parle encore d'industrie, qu'on différencie des services et de l'agriculture, ce qui est une ânerie, mais ça a été intégré
dès le 18e dans les nomenclatures. Donc comme on a toujours ça dans les nomenclatures de l'INSEE international, c'est comme ça qu'on arrive à dire l'industrie c'est 10-12% de l'emploi, etc. Alors que l'agriculture est totalement industrialisée et que la totalité des services sont industrialisés. Donc il ne faudrait pas parler de désindustrialisation, mais parler en fait, avec Pierre Vels, de hyper-industrialisation. Quand vous rentrez dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, tout le monde est devant un ordinateur ou a avec soi, je visitais il n'y a pas longtemps une métallurgie, avec soi un appareil, un écran, pour gérer toute son activité. Donc aujourd'hui, toute l'industrie et l'ensemble de l'activité économique, pardon, est industrialisée au sens contemporain, c'est-à-dire informatisée. Et puis ça a pris le sens à la fin du XVIIIe, XIXe siècle, au début du XIXe, notamment avec Jean-Baptiste Say, d'entreprise industrielle, et c'est à peu près le sens qui a perduré. Le terme de religion industrielle, il vient essentiellement de trois auteurs, Gunther Anders, dont je vous recommande beaucoup la lecture. Il est redevenu un peu à la mode, heureusement, avec le courant, disons, éco-socialiste, l'obsolescence de l'homme. Et puis Eric Fromm, qui est un philosophe de l'école de Francfort, qui a émigré aux États-Unis, qui est devenu prof à New York, s'est traduit aussi Avoir ou être, un très bon livre, petit format. Donc, et puis plus récemment, Pierre Legendre, avec qui j'ai beaucoup travaillé, dans plusieurs de ses leçons, notamment les leçons 2. Et j'ai proposé le terme industriation, c'est la dernière ligne là de mon slide, pour distinguer industriation d'industrialisation et éventuellement d'industrialisme. Industrialisation, c'est le phénomène historique qui va se dérouler, pour simplifier, à partir de 1800 avec la mécanisation. Et industriation, c'est une vision du monde, c'est-à-dire c'est une philosophie, une vision du monde qui se réalise dans l'industrialisation. Mais c'est une vision du monde qui a été longuement élaborée, c'est le sens de mon bouquin, qui a été élaborée sur plusieurs siècles, dès les monastères, dans la matrice, si vous voulez, chrétienne, d'Occident. Pour vous donner un seul exemple, en 1793, l'empereur de Chine envoie une lettre au roi d'Angleterre pour lui dire vous avez plein d'innovations, vous voulez faire l'industrialisation, ça ne nous intéresse pas. La Chine dit ça ne nous intéresse pas, alors qu'ils ont inventé la boussole, l'imprimerie, la poudre, tout ce que vous voulez, et encore mieux que l'Europe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne font pas ce choix philosophique de rentrer dans l'industrialisation. Ils n'y rentreront, tenez-vous bien si je puis dire, qu'en 1978, c'est-à-dire il y a à peine 40 ans, après l'échec de la révolution culturelle, poussé par cet échec et par d'autres raisons, notamment le fait qu'ils entrevoyaient venir l'effondrement de l'Union soviétique et qu'ils voulaient rentrer en compétition avec les États-Unis et surtout moderniser leur pays. Alors, une image ou deux, pour vous dire ce qu'est l'industrie, ça accompagne tout mon bouquin, parce que Véronèse fait ce tableau au Palais des Doges, au plafond de la salle principale, qui est la salle du collège, et il l'intitule « L'industrie ou la dialectique ». Bon, je n'ai pas le temps de discuter, mais si vous voulez, dans la discussion, pourquoi il prend ce double titre. Mais c'est Minerve qui est représentée, qui est la déesse à la fois de la guerre, mais du savoir et de l'industrie. Minerve, c'est la version romaine d'Athéna. Donc c'est vraiment la déesse numéro 1, si je puis dire. Et Minerve, que vous voyez ici, à la fois combine la main, vous voyez d'ailleurs ces deux mains qui tiennent cette toile, et l'œil. L'œil qui est le cerveau. Donc pour nous dire l'industrie, c'est l'alliance de la main et du cerveau. Voilà. C'est la main pensante ou c'est le cerveau agissant. En plus, évidemment, il y a une allusion à la mythologie, puisqu'Athéna s'est bagarrée avec Arachné, l'araignée qui tisse sa toile, et qui était et Athéna est tisseuse,
Et donc, elle a lancé un défi à Arachné, à Athéna, et donc elle a été condamnée éternellement à demeurer, à régner. Donc, la toile, c'est à la fois la toile de l'araignée, mais c'est aussi un modèle mathématique, bien sûr, géométrique, que représente Véronèse. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette toile qui est extrêmement forte, hein, parce que Véronèse, chaque tableau, c'est une thèse de philo, en plus avec l'esthétique de Véronèse, c'est qu'elle est inscrite au Palais des Doges, dans la salle du collège, et je l'ai encerclée là avec en rouge, et elle est placée entre le tableau central qui s'appelle la foi, la religion ou la foi, fides, fides. Et de l'autre côté, Venise, représentée par Mars et Neptune, c'est-à-dire le pouvoir temporel. Donc l'industrie est entre le pouvoir spirituel, entre la foi, et la puissance temporelle. Et voilà la clé que Véronèse a très bien compris à la fin du XVIe siècle, entre une croyance collective et une puissance temporelle. Alors, je fais juste ce schéma qui va me servir aussi bien pour l'État que pour l'entreprise. C'est qu'est-ce que c'est qu'une institution, puisque l'État, c'est l'institution des institutions, et l'entreprise est une institution. L'Église aussi a été une institution, enfin elle l'est encore, mais a été l'institution majeure du XIIe siècle. Si vous voulez, pour le dire à toute vitesse, on pourrait dire qu'en Europe, en Occident, les trois grandes institutions, historiquement, sont l'Église, l'État et l'entreprise, notamment la grande entreprise. C'est pour ça que les GAFAM, pour revenir à l'actualité, sont extrêmement importantes, et c'est pour ça qu'elles sont souvent mises, en tant que très grandes entreprises, sur le même plan que des États souverains. Donc l'institution, c'est quoi? C'est ce qui colle, comme on le voit sur le plafond de Venise, de la salle du collège, et c'est ce qui colle la croyance collective, la foi, le fiduciaire, avec la puissance temporelle. On peut le dire autrement, ce qui colle le pourquoi avec le comment. Ces deux questions que pose un père de l'Église, Isidore de Séville. Il dit « Tout être humain se pose deux questions. Pourquoi vivre et mourir ?» C'est la question centrale. Et puis « Comment vivre et mourir ?» à la réponse « Pourquoi vivre et comment vivre ?» l'institution répond. Et donc, si vous croyez en Dieu, par exemple, pourquoi vivre et mourir? Vous avez une réponse à travers votre croyance. Mais si vous croyez à la patrie, par exemple, c'est le cas du soldat ou du résistant, vous êtes prêt à mourir pour la patrie. Donc c'est une croyance, un mythe collectif. Et en contrepartie, deuxième question d'Isidore de Séville, comment vivre? Eh bien, ce sont les normes que vous acceptez en contrepartie de cette croyance. Donc les lois de la République, par exemple, si vous croyez dans la République et la nation. Et l'institution, c'est ce qui colle les deux. C'est la fameuse réponse, vous savez, à la servitude volontaire. Pourquoi on accepte la servitude volontaire? Parce qu'il y a l'amour du référent, l'amour de la patrie, l'amour de Dieu, l'amour de la République. Et en contrepartie, vous acceptez les lois, les interdits, les normes. Donc c'est le collage de la foi et de la loi. Voilà, pour le dire en un seul mot. Or, ce collage de la foi et de la loi, c'est une construction historique très précise, notamment au XIIe siècle, avec la révolution grégorienne, qui est la première grande révolution d'Occident, selon un historien américain, Roald Berman, et puis plein d'autres historiens. Et cette révolution grégorienne, du nom du pape Grégoire, en 1075, qui donne des Dictatus Papae. Donc cette révolution grégorienne, elle fixe quoi? La distinction entre le pouvoir papal, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, le pouvoir d'empereur, et surtout elle les hiérarchise. Et de cette révolution grégorienne vont naître deux institutions dérivées de l'Église, l'État et l'entreprise, au XIIe et XIIIe siècle. Vous avez le triptyque des institutions dont je vous ai parlé. L'État, pour me résumer sur ce que je vais vous dire, va se défaire
sur la longue durée de sa matrice, c'est-à-dire devenir de plus en plus autonome, souverain. Et puis l'entreprise, à bas bruit, va se développer aussi sur très longue période, sur 9 siècles, entre cette révolution grégorienne et aujourd'hui, jusqu'à devenir une puissance, une institution extrêmement puissante. Et elle va devenir d'autant plus puissante qu'elle va se mettre à l'abri du combat, si vous voulez, que mène l'État contre l'Église et contre le pouvoir théologique pour conquérir son autonomie et sa souveraineté. Et donc elle va faire l'économie de ce combat et de cette conflictualité qui, chez nous, est très long, en France en particulier, puisque ça passe par les Lumières, ça passe par les révolutions, jusqu'à la laïcité. Et donc l'entreprise n'a pas eu à faire ce grand combat, elle en a fait l'économie, alors que l'État a dû le faire pour conquérir sa sacralité, si vous voulez, et la capter de l'Église. Alors, si je voulais simplifier, vous retrouvez ce tableau dans mon bouquin sur la religion industrielle. Je pourrais commenter, m'arrêter là d'ailleurs, pour la première partie, à ce tableau, qui est une généalogie, parce que je n'ai pas une vision chronologique de l'histoire, ce qui est une horreur, c'est-à-dire de penser que l'histoire c'est la flèche du temps orientée par le progrès, mais c'est ce qui est souvent enseigné malheureusement, et c'est ce qu'on trouve dans tous les manuels scolaires et autres. L'histoire c'est plutôt une géologie, généalogie, c'est-à-dire c'est une vision sédimentaire. Sédimentaire, ça veut dire que ce qui est le plus profond peut devenir de la plus grande actualité. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est comme la lave du volcan. La lave est au fond, et puis elle devient l'actualité brûlante, si je puis dire. Et donc ça veut dire que faire l'économie de la généalogie et de l'histoire en général, c'est ne rien comprendre au présent. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent « Ah tiens, il y a un retour des religions au XXIe siècle. » Bon, comme si ça avait disparu, vous voyez. Alors que c'est la lave. Donc si vous avez une vision géologique et généalogique de l'histoire, vous pouvez comprendre cette actualité. Si vous avez une vision linéaire et progressive de l'histoire, vous n'y comprenez rien, puisque vous pensez qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, est mieux qu'avant-hier, etc. Et qu'il y a un progrès de l'humanité. Alors, on pourrait discuter après du progrès. Donc il y a eu 3 bifurcations, si vous voulez, dans cette histoire de longue période, si je la fais remonter à la révolution grégorienne, donc révolution grégorienne comme Big Bang, c'est une formule d'Harold Berman, Big Bang de l'Occident, et donc 3 grandes institutions qui apparaissent à ce moment-là, l'Église, l'État et l'entreprise, et première bifurcation qui donne une première révolution industrielle qui a lieu au XIIIe siècle. La première grande révolution industrielle, c'est pas celle du XVIIIe, XIXe, c'est celle du XIIIe siècle, Ernst Bloch, enfin tous les grands historiens le savent, mais on nous enseigne tous que c'est vers 1800 avec le truc là du moteur de Watt. Tout ça est une caricature de l'histoire. Bon. Alors, XIIIe siècle, et c'est là que notamment les cisterciens dans les monastères, c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure le sous-titre de mon bouquin, Monastère, manufacture, usine, c'est en particulier chez les cisterciens, mais pas que vont se développer les premières formes d'usines. La deuxième bifurcation, je ne peux pas vous détailler tout le tableau parce que ce serait extrêmement long. La deuxième grande bifurcation s'opère avec la révolution scientifique et philosophique, si vous voulez, du XVIe, XVIIe siècle, en particulier avec Francis Bacon et Descartes. Francis Bacon côté anglais et Descartes côté français, mais Francis Bacon va beaucoup plus loin, si je puis dire, que notre grand Descartes, qui nous dit qu'il faut être comme maître et possesseur de la nature. Et donc, à partir du moment où on peut maîtriser la nature, si vous voulez, grâce aux sciences, et à l'alchimie d'ailleurs, on ne le dit pas assez, Newton et tous les scientifiques du XVIIe siècle sont à la fois des grands scientifiques, mais en même temps, ils sont tous alchimistes. On a découvert il n'y a pas très longtemps les archives de Newton, qui recherchait toujours la pierre philosophale jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, l'institution du point de vue de l'entreprise, c'est la manufacture, qui est censée réaliser ce programme scientifique et philosophique du XVIe et XVIIe siècle. Et la grande bifurcation à l'intérieur de ce deuxième moment a lieu au milieu du XVIIIe siècle. Et donc vers 1750,
C'est pour ça qu'en général, on fait commencer ce qu'on appelle la grande révolution industrielle vers 1780. Mais elle a comme prélude un grand affrontement philosophique entre deux monstres, si vous voulez, si je puis dire. D'un côté, Jean-Jacques Rousseau, notre grand Jean-Jacques, vers 1750, qui notamment conteste l'idée de progrès dès le second discours, et qui surtout dit, attention, vous allez rentrer dans l'industrialisation, ce qui est une catastrophe, pour l'humanité, mais vous ne pouvez pas ne pas y aller. C'est un grand dialecticien, Rousseau, donc vous ne pouvez pas ne pas y aller. Donc, paradoxe, et donc on y a été. Et en face de lui, il y a l'école de Glasgow, ce sont ce qu'on appelle les Lumières écossaises, dans lesquelles il y a entre autres Hume et David Smith, qui sont tous les deux à la fois philosophes et économistes. Et puis le laborantin de l'université de Glasgow, il s'appelle James Watt, celui dont on a fait la figure symbolique c'est le laborantin, donc, si vous voulez, le bricoleur de l'université. Et puis la troisième grande bifurcation, elle a lieu au XIXe siècle, avec le mécanisme, le machinisme, et puis de nombreux grands philosophes qui vont en formuler la théorie, si vous voulez, de Saint-Simon, Auguste Comte, jusqu'à Marx, Spencer, du côté des libéraux. Et puis c'est l'usine qui devient l'institution symbolique. Et elle va être prolongée dans la révolution managériale, qui est liée au Fordisme et au Taylorisme au début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui avec les GAFAM, qui ne sont qu'un prolongement de cette grande mutation qui a lieu avec le Fordisme au début du XXe siècle. C'est un point d'aboutissement, si vous voulez, qu'on peut critiquer, bien sûr. Alors, je vais balayer à toute vitesse ces trois bifurcations. La première, c'est la première révolution industrielle et le monastère. Le monastère comme première forme d'usine. Et on peut trouver effectivement dans la matrice chrétienne, y compris dans les textes de la Genèse, déjà les prémices de cette idée industrielle, de sens de projeter sur la nature pour dominer, transformer la nature, puisque il est dit dans la Genèse, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Donc c'est pas l'idée, l'industriation comme vision du monde est une vision profondément inscrite dans la matrice chrétienne, ce qui peut aussi expliquer ce que je vous disais à propos de la Chine. Et dès le 6e, 7e siècle, Saint Benoît fixe une règle de management. Et aujourd'hui, dans les écoles de management, y compris à la pointe, là, quand on récupère les cas de sup en burn-out, ou quand on veut faire des cérémonies d'entreprise, on leur enseigne encore Saint Benoît, qui est le père du management. Les cisterciens ont été les grands, comme vous savez, les grands développeurs des cultures et même de la métallurgie. Vous avez qu'à visiter certaines abbayes qui les conservent encore aujourd'hui en Europe, en Bourgogne ou ailleurs. Et ils ont fait les grands traités technologiques au XIIIe siècle en particulier. Et donc là, Marc Bloch, Ernst Bloch aussi, Marc Bloch a beaucoup insisté sur cette révolution industrielle qui est liée tout simplement au développement d'énergie hydraulique et qui fait apparaître les premières formes d'industrie capitaliste par action, aussi bien à Venise qu'à Toulouse. Donc quand on fait démarrer, comme beaucoup, je pense à Weber, le capitalisme au XVIe siècle avec la réforme, c'est, comme beaucoup d'historiens l'ont montré, c'est une erreur historique. Donc l'arsenal, c'est une des premières formes d'usine, avec une très grande division du travail. Au XVIe siècle, on fabrique un vaisseau en une journée à Venise. Et les moulins du Bazac, à Toulouse, sont les premières, et c'est très documenté, est une première forme d'entreprise capitaliste par action. Et puis ce qui est associé à l'entreprise, et donc au management bien sûr, c'est l'horloge. L'horloge traverse, et pourquoi? Parce que l'horloge rythme le travail,
du monastère, mais de l'usine. Et la mesure du temps est tout à fait essentielle. Et aujourd'hui, l'horloge, c'est tout simplement l'ordinateur. Tout le monde croit qu'on n'a plus d'horloge. Aujourd'hui, l'horloge, c'est le smartphone ou c'est l'ordinateur, qui est une horloge encore 1000 fois plus puissante, bien sûr, que l'horloge mécanique. La deuxième bifurcation, que j'ai présentée très vite, elle a lieu avec la révolution scientifique et puis ce grand virage philosophique vers 1750. Elle a lieu à la Renaissance parce qu'il y a une grande transformation de la vision du monde et notamment de la nature. L'homme n'est plus dans la nature, mais il est devant la nature, comme s'il était devant un décor d'opéra. Et donc c'est parce qu'il est devant la nature qu'il peut vouloir et savoir la maîtriser grâce notamment à la science. Et je cite juste cette phrase de Merleau-Ponty dans son cours au Collège de France: ce ne sont pas les découvertes scientifiques qui ont provoqué le changement de l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis ces découvertes. Ça me semble tout à fait central, parce qu'on a quelquefois une vision un peu techniciste de l'histoire, où ce seraient les changements techniques qui auraient transformé la société, ce qui est une erreur. Même ce que Simone Veil a appelé d'ailleurs, comme Gramsci, critiquant y compris Marx là-dessus, la religion des forces productives. Alors la lumière vient plus d'en haut, mais elle vient de la nature, comme on le voit bien dans toute la peinture de la Renaissance, notamment chez le Caravage. La science est la nouvelle forme de rationalité, avec Galilée, Bacon et Descartes. La grande idée, on pourra y revenir dans la discussion, la grande idée, c'est que penser, c'est faire. Penser, c'est faire. C'est l'alliance de la main et du cerveau, comme on le voyait dans le tableau de Véronèse. Et celui qui théorise le plus avant cette idée, c'est Francis Bacon, qui est le chancelier, et qui fait ce bouquin majeur qui s'appelle le Novum Organum en 1620. Et je vous ai mis quelques citations. Triompher de la nature par l'industrie, on triomphe de la nature qu'en lui obéissant, tout est pour nous dans le triomphe de l'art sur la nature, il faut fouiller les poches de la nature. Donc vous voyez, on a réalisé ce grand programme qui est celui du XVIIe siècle, et c'est Bacon qui a introduit le mot progrès d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas au XVIIIe siècle, c'est Francis Bacon. Jusque-là, progrès voulait dire progrédirer, c'est-à-dire progresser dans l'espace. Et c'est lui qui dit que ça veut dire progresser dans le temps. Et d'où cette idée, ce mythe même, qui triomphe au XVIIIe du progrès. Et la naissance de la manufacture, c'est la mise en œuvre, si vous voulez, de cette idée de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Elle est notamment en Angleterre. Et puis sous une autre forme, dans les académies, puisque la Royal Society, et puis Colbert en France va copier, la Royal Society de Londres a pour devise toute la philosophie de Bacon pour la mettre en œuvre. Donc c'est l'alliance de la science et de la monarchie, comme vous le voyez sur cette gravure. Alors le grand tournant philosophique, c'est celui de 1750. C'est la même période où naît l'économie politique, bien sûr. L'économie politique, si je puis dire, embraye sur le développement de l'entreprise. Et c'est le début d'ailleurs de l'affaiblissement de l'État. Michel Foucault, dans son cours au Collège de France, parle de la phobie de l'État qui naît au milieu du XVIIIe siècle, en particulier sous la pression des libéraux, qui sont multiples. Et il y a un affrontement entre les différentes écoles économiques et les physiocrates en particulier qui refusent l'industrie au nom de l'agriculture et au nom de la religion. C'est eux qui vont prendre les commandes pendant la Révolution, à la veille de la Révolution française. Donc les physiocrates vont faire la régulation sur les blés qui va entraîner le fait que dans les boulangeries parisiennes on ne trouve plus de pain, et c'est le début de la Révolution. Donc ces batailles d'école philosophique, c'est pas pour le plaisir des idées, si je puis dire. Les idées gouvernent le monde. Ça a des effets très pratiques, quelquefois pas immédiats, mais sur la durée. Alors Rousseau, je vous ai dit, Rousseau,
C'est pour ça que beaucoup de courants écologiques aujourd'hui redécouvrent Rousseau ou en font même une figure symbolique de leur courant, parce que Rousseau a introduit cette idée, ces deux concepts particulièrement puissants et qui vont ensemble. La perfectibilité, qui n'est pas le perfectionnement, et en même temps la dénaturation. C'est-à-dire l'humanité est un animal perfectible et qui veut la perfectibilité, mais en même temps qui fait la dénaturation. Et les deux vont ensemble. Et Rousseau donc, va opposer à l'industria comme projection, si vous voulez, la vision de Bacon, comme projection du savoir pour maîtriser la nature. Il va reprendre l'idéal de l'Antiquité grecque, qui est de construire sur soi, donc de construction de soi en soi. C'est pour ça qu'il préfère aller arboriser et faire des bouquins de philo et de morale, plutôt que de soutenir l'industrialisation qu'il voit apparaître dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et vous pourrez regarder un texte magnifique que je cite dans la 7e rêverie du promeneur solitaire, qui est son dernier texte, 1777, dans lequel il oppose une industrie, un métier à bas, de filature de bas, avec justement le retrait dans la nature, à la fois physique, mais l'état de nature, bien sûr, c'est une fiction. Il ne pense pas qu'il a existé, qu'ait existé un état de nature. C'est une fiction qu'il oppose justement pour faire comprendre l'idée de perfectibilité. À l'opposé, donc, Hume et Smith et l'école écossaise, qui sont en fait les pères philosophiques de l'industrialisation. Ce sont les Lumières écossaises. Et dans cette école, exactement à la même époque, et d'ailleurs Hume va accueillir Rousseau à Londres, et ils vont se disputer en 1766, mais pour des raisons philosophiques, après on a raconté des trucs psychologiques. Mais vous voyez quelques citations de Hume. La puissance d'une nation, c'est son économie, c'est son industrie. Et donc il faut associer pouvoir et industrie. Et donc Hume plaide pour l'industrialisation. Et évidemment, la Bible de cette religion industrielle, si vous voulez, on peut la trouver chez Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie. Je vous laisse lire ça, vous voyez, au nom de l'utilité. Quelle bizarrerie dans nos jugements. Nous exigeons qu'on s'occupe utilement et nous méprisons les hommes utiles. Donc c'est au nom de l'utilité. Aujourd'hui, ça s'appelle l'efficacité, qui est le mot fétiche d'Emmanuel Macron, si ça vous intéresse. Tous ces discours, il y a toujours le mot efficacité. Et donc, mais peu importe, dans l'article Diderot, qui lui-même est fils de coutelier, c'est-à-dire qu'il a passé toute son enfance dans des ateliers, c'est lui-même qui va faire l'enquête, qui va interviewer les artisans pour faire les planches, pour faire les articles. Et Diderot et d'Alembert font de Francis Bacon le père de l'industrie. Eux aussi rendent hommage à Francis Bacon. La troisième bifurcation, qui nous est plus proche, c'est bien sûr la révolution industrielle et managériale. Et donc l'industrialisation, c'est la thèse que je soutiens dans ce bouquin, se réalise en tant que vision du monde dans l'industrialisation depuis 2 siècles. Et elle va prendre 3 formes, cette industrialisation. Et c'est ce qui nous permet de comprendre les GAFAM. La première forme, c'est la mécanisation. C'est le 19e siècle, avec le chemin de fer. La deuxième forme, c'est l'électricité, l'électrification, au début du XXe siècle, accompagnée du pétrole, donc notamment des réseaux routiers, entre autres. Et la troisième forme, c'est l'informatisation, qui est née avec l'ordinateur, qui est déjà ancien, puisqu'il date de la Deuxième Guerre mondiale, et accompagnée de l'énergie nucléaire. Donc nous sommes toujours dans cette troisième, entre guillemets, moi je mets révolution industrielle, qui est celle de l'informatisation du monde, accompagnée de l'énergie nucléaire. Bon, les grands moments de cette industrialisation, c'est bien sûr Crystal Palace,
Je vous cite juste Crystal Palace parce que Steve Jobs, qui est le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui connaissait très bien l'histoire de l'industrie, contrairement à ce qu'on peut penser, a fait tous ces objets en référence au cristal, avec Jonathan Ive, qui est son designer, et en référence à Crystal Palace en particulier. C'est que l'histoire du cristal traverse toute l'histoire de l'industrie, comme l'horloge. Je pourrais vous dire pourquoi, c'est qu'un des premiers pères de l'art gothique, c'est l'abbé Sugère qui a fait construire la basilique de Saint-Denis, comme vous savez, la basilique des rois, et qui a fait donc c'est le début du gothique qui se développe à Saint-Denis, et donc il y a des grands vitraux, et ces grands vitraux doivent célébrer le Christ. Donc le vitrail, c'est le Christ, c'est les entrailles du Christ. Il faut célébrer l'Eucharistie. Et cette idée de l'Eucharistie va se transmettre dans cette histoire de l'industrie constamment jusqu'à Crystal Palace et jusqu'aux objets d'Apple. C'est pour ça qu'ils sont gris, ronds, tout ce que vous voulez, transparents. C'est une vieille histoire. Vous voyez, c'est l'intérêt de monter loin dans la généalogie pour ne pas s'arrêter au design qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles comme la clé de la réussite pour l'industrie. Bien sûr, la Tour Eiffel, dont on fête hier les 130 ans, comme un moment fort, là, de l'électricité naissante et de la radio peu après. Ça, c'est toujours la galerie des machines au moment de cette grande expo universelle de la même année que la Tour Eiffel. Alors, ces grands théâtres qui ont été les expositions universelles, je prends cet exemple, je vous donne juste une phrase de Chicago qui fait une grande expo universelle en 1933 sur un siècle de progrès, et vous voyez le slogan « La science trouve ou découvre, l'industrie applique et l'homme suit » au nom du progrès. C'est ça la grande idée qui traverse toute cette philosophie industrielle. Évidemment, elle a son envers, comme tout imaginaire. L'imaginaire, c'est, si je vous dis l'enfer, vous me dites le paradis, si je vous dis le paradis, vous me dites l'enfer, c'est toujours ambivalent. Donc l'enfer industriel, c'est celui-là, bien sûr, et qui a été assimilé à la manufacture, notamment en France, grâce à Zola en particulier. On a réduit l'industrie à la manufacture et à l'exploitation et à l'aliénation. Alors les 6 piliers de cette religion industrielle sont les suivants. Le premier, pour moi, est le plus important, c'est le mythe d'une révolution industrielle. Et nous sommes toujours dedans. Pourquoi je dis mythe, même si ça a été repris par Engels? Parce que c'est l'idée suivante qui est un mythe. C'est pas le mot révolution industrielle, c'est l'idée de dire que une mutation techno-scientifique, qu'on peut appeler révolution industrielle si on veut, entraîne mécaniquement, si je puis dire, une transformation de la société. Et ça, c'est un mythe. C'est un lien de causalité unilinéaire, c'est ce que j'appelais avec Gramsci et Simone Weil, la philosophe un peu, que j'appelais la religion des forces productives, et qui est très prégnante dans la vulgate marxoïde, et très dangereuse, si je puis dire, pour le marxisme lui-même et sa bonne compréhension. La deuxième grande figure, c'est la figure d'un grand être, comme dit Auguste Comte, l'humanité. Et lui se déclare prêtre de la religion du grand être de l'humanité. L'humanité avec un grand H. C'est une invention du XVIIIe siècle. La valeur travail, c'est Adam Smith qui l'invente comme concept, avec un grand T. La science comme rationalité, pour ne pas dire comme croyance aujourd'hui, avec un grand S. Et puis 2 grands mythes, l'histoire avec un grand H et puis le progrès avec un grand P. Alors évidemment, après on peut broder dans tous les sens ces 6 composantes et dire que l'humanité, grâce à la science et à la technique, transforme l'histoire et va vers le progrès. Tout ça, ce sont des réductions qui ont été faites au 19e et au 20e siècle et qui sont
aujourd'hui en grande difficulté pour comprendre ce qui advient. Alors, les théoriciens de cette religion industrielle, ce sont essentiellement des socialistes, ce qu'on a appelé les socialistes, utopiques en particulier, Owen, Cabet, Fourier. Et d'ailleurs, Fourier, vous voyez, dans le monde industriel, a qualifié, comme vous savez, le phalanstère en référence au monastère. Et il veut une combinaison entre cet héritage chrétien et la naissance du socialisme. Saint-Simon, lui, il est encore plus direct. Voilà 2 citations. Toute la société repose sur l'industrie. Une nation n'est autre chose qu'une grande société d'industrie. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de me demander est-ce que Macron, encore aujourd'hui dans le Monde, là, qui est en kiosque, le Monde quotidien, est-ce que Macron est saint-simonien? Je dis oui, dans ce sens, puisqu'il n'arrête pas de dire la Startup Nation. Et les Saint-Simoniens, évidemment, qui n'ont rien à voir avec Saint-Simon, malgré le nom, ont développé et ont réalisé toutes les grandes sociétés en France, en particulier en Europe. Par exemple, les chemins de fer ont été l'œuvre des Saint-Simoniens, les grandes banques, ou par exemple la Compagnie des Eaux, qui est devenue Vivendi, et bien d'autres. Et puis surtout, ces ingénieurs ont inventé le management. Le management qui est une façon, au nom de l'efficacité, de l'efficiency. C'est-à-dire, c'est la norme qui correspond à cette croyance. Si vous avez en tête le petit schéma du début, la foi contre la loi. Cette loi, c'est la loi de l'efficacité, de la performance, en contrepartie de la croyance dans la révolution industrielle et dans l'industrie, dans cette religion industrielle. Regardez le premier principe de Taylor. Je l'ai laissé parce que, bon, il vient évidemment de... Il est lointain, l'empereur tient les lois dans sa poitrine. Mais Taylor, lui, tout simplement, l'ouvrier, tient dans sa tête, dans ses mains, dans son corps, dans le tour de main, dans l'habileté, c'est-à-dire l'industrie, il tient toutes les connaissances empiriques. Que nous disent les GAFAM aujourd'hui? Ben, dans votre tête, dans vos données personnelles, vous avez toutes les données pour faire la nouvelle industrie contemporaine. Il suffit de capter l'attention. Là, on captait l'énergie avec le Fordisme et le Taylorisme, c'est-à-dire la force musculaire à l'époque de l'électrification. Aujourd'hui, on va capter dans l'attention, c'est-à-dire dans les écrans, la force productive des êtres humains, et y compris des consommateurs, et la recycler et en faire un produit. Je vais vous dire ça comment. Donc le management, c'est ça. Le management, qui a pris des formes beaucoup plus évoluées aujourd'hui, bien sûr, c'est cette doctrine de l'efficacité et de la performance qui a évolué dans le temps, mais qui vise centralement à évacuer la conflictualité dans l'entreprise, au nom d'un consensus, évacuer le politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les politiques font appel au management. Dans tous les services publics, dans l'appareil d'État, on introduit le management au nom de l'évacuation de la conflictualité. Et pour faire des économies budgétaires, bien sûr. Alors, James Burnham, qui est un proche de Trotsky, qui a dirigé la 4e internationale avec Trotsky, qui va devenir un prof à New York ultralibéral et qui va finir conseiller de la CIA. Non, mais c'est intéressant de savoir le parcours. Il sort un bouquin majeur en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, et dans lequel il dit ceci: qu'est-ce qui advient dans le monde? Et je crois qu'on est toujours dans ce paradigme. C'est pour ça que je cite ce livre. C'est le paradigme contemporain a été fixé pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale, par la rencontre entre le management et la naissance de l'informatique, qui se traduit dans une philosophie qui s'appelle la cybernétique. Et la cybernétique va s'imposer au monde, y compris dans l'Union soviétique de l'époque. Comme le management s'était imposé à la révolution russe, à Lénine, qui avant la révolution critiquait le taylorisme, et qui en 1918, après avoir pris le pouvoir, célèbre le taylorisme et invite les ingénieurs américains pour former les dirigeants
et organiser les usines dans la jeune Union soviétique au moment de la NEP, ce qui finira dans le stakhanovisme stalinien 15 ans plus tard. Burnham, en 1940, dit ceci: le socialisme et le capitalisme sont morts, ou vont mourir. Et à la place va naître une société de management, de managers sur le modèle de la grande entreprise. Ce qu'il appelle la société directoriale ou managériale. Le gouvernement est à présent la plus grande de toutes les entreprises. Voilà la doctrine actuelle. Donc le plus grand chef d'entreprise, un Berlusconi, peut devenir un grand chef d'État. Un Trump, il suffit qu'il passe de la Trump Tower à la Maison Blanche, etc., etc. Donc la fusion et la confusion entre État et entreprise est en train de s'opérer. Et c'est le moment particulier, politique et économique, si vous voulez, et culturel que nous vivons. Alors, dans ces trois révolutions, je vais vous dire un mot quand même des GAFAM. Voilà une figuration de ces trois révolutions. Alors, beaucoup ajoutent aujourd'hui une quatrième révolution. Bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup cette distinction. Je pense qu'on est toujours dans la révolution de l'informatisation et du nucléaire, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais à chaque étape de ces développements industriels, si vous voulez, qui produisent des biens et des services, se sont développées des industries de l'imaginaire, c'est-à-dire des industries qui produisent de l'immatériel. Je vais vous donner trois exemples. Au 19e, dès que naît l'industrie dans l'usine, de la manufacture mécanisée, naît par exemple l'industrie des parfums. En France, Guerlain, dès 1830, industrialise la production du parfum. Or, le parfum, qu'est-ce que c'est? C'est 10% de chimie, 90% de rêve. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Toutes les industries du luxe, c'est ça. Donc, on produit essentiellement quoi? Des représentations sociales, des imaginaires. Et puis, ça va être le cas de la mode, qui naît aussi au 19e, de toute l'industrialisation de la presse, des magazines, etc. On produit du rêve, bon, on produit de l'imaginaire. Vous savez, aujourd'hui, quand on vend une voiture, on vous vend encore, au-delà du produit matériel, 50% de services et 40% de rêve. Alors, le Fordisme, avec l'électrification, vont naître de nouvelles industries de l'imaginaire qui sont tout simplement la radio, le cinéma et la télévision. Les grandes industries de l'imaginaire, encore aujourd'hui. Et puis avec l'informatisation, va naître ce que j'appelle le siliconisme au même titre que l'hollywoodisme, vont naître des grandes industries du rêve, notamment les GAFAM. Les GAFAM ne sont que des produits qui, dans cette industrie, dans ces vagues d'industrie, servent le développement même du processus industriel. Je peux vous le dire autrement, les industries de l'imaginaire, produites par l'industrie matérielle, servent de moteur et d'entraînement à l'ensemble du processus industriel. Hollywood et les grands studios, je vous cite une phrase d'Adorno et Horkheimer, sont construites sur le même modèle que les usines de Ford. Et vous allez encore aujourd'hui visiter un studio à Hollywood. On a une division du travail, depuis l'atelier de scénario jusqu'à la production des séries que vous regardez, sans doute elles sont pas mal d'ailleurs, à la télé très fréquemment. Vous savez qu'à la télé, on passe 100 000 heures de sa vie devant la télé. C'est ça la captation de l'attention. Au 19e siècle, on vivait 400 000 heures. Au 20e siècle, on vit 700 000 heures grâce au seul progrès qui est celui de l'hygiène de la médecine. Et sur les 300 000 heures, on en passe 100 000 devant la télé. Pourquoi on a gagné 100 000 heures? Bon, et si je passe de l'hollywoodisme au siliconisme, puisque ces GAFAM se sont développés essentiellement dans la Silicon Valley, c'est-à-dire sur la côte ouest. Et il ne faut pas oublier, juste à côté d'Hollywood. Hollywood est à 500 km de la Silicon Valley. C'est pour vous montrer concrètement
que vous avez des industries de l'imaginaire et des industries de l'high-tech côte à côte. Et Spielberg a tout de suite fait la jonction, et Steve Jobs aussi, puisque Steve Jobs est le premier actionnaire, et maintenant sa famille, puisqu'il est mort en 2011, et le premier actionnaire de Walt Disney, qui est le plus grand studio mondial d'Hollywood. Voilà, quand Steve Jobs présente l'invention de la tablette, c'est il y a 10 ans, en 2007, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la dernière fois, vous voyez, qu'on a inventé une tablette, c'était Moïse. Vous voyez, la pub. C'est ça la croyance et la religion industrielle. Think different. Alors les GAFAM, c'est ça, dans un tableau, si vous voulez. Donc ce sont des industries très récentes. La plus ancienne, c'est Microsoft et Apple. De quoi vivent-elles, si je puis dire? Si vous regardez publicité Google, c'est presque 100%. Facebook, publicité 100%. Microsoft, les logiciels, essentiellement Windows. Donc Windows, c'est une industrie de l'imaginaire. C'est comme un programme de télé, mais c'est un programme d'ordinateur. Et Apple, la moitié, ce sont aussi des programmes. Quant à Amazon, qui fait de la vente en ligne, tout est lié évidemment au système d'information. Donc ce sont des industries. Donc voilà quelques chiffres, mais vous les retrouvez aisément sur le web, qui sont comparés aux États. Vous voyez, les GAFA, si on les groupe, les 5, elles ont un produit intérieur brut équivalent à l'Allemagne. Et puis vous pouvez les classer. C'est pour ça que Zuckerberg peut être reçu comme un chef d'État dans différents pays. Alors, de quoi vivent-elles? Elles vivent, pour l'essentiel, de la captation des données personnelles. Vous voyez ce petit dessin sur les data, comme on les appelle, les données, comme équivalentes du pétrole au début du XXe siècle. Ça veut dire quoi? Captation de l'attention. Ça veut dire, comme sur le modèle de Taylor, l'extraction et la revente des données personnelles, non seulement produites dans l'entreprise par le biais du système d'information, mais surtout produites gratuitement par les consommateurs. Et donc, à partir de là, on peut faire des profils de consommateurs et les revendre ou les utiliser, y compris dans des périodes politiques, comme on l'a vu avec Facebook. Donc, ce qui compte, c'est l'audience qui vient de la fidélisation. Fidélisation, ça vient de fides, fides, la foi. Si vous croyez, si vous rentrez dans cette architecture fiduciaire de la religion industrielle, eh bien, vous êtes dans les fidèles et vous participez à cette production. Alors, les points communs entre Hollywood et la Silicon Valley, c'est la concentration oligopolistique. C'est-à-dire que ce sont quelques 5, en gros, grandes entreprises qui ont un monopole mondial ou un oligopole. Elles se partagent le marché mondial et pas simplement américain. Et dans le passé, il y a une solution très simple. D'ailleurs, c'est ce qu'a proposé récemment un dissident de Facebook, un de ces cadres, qui a proposé la semaine dernière. Tout simplement, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Sherman Act, qui a été adoptée en 1890, et qui permet de défaire un monopole. Dès qu'une entreprise prend une position monopolistique, elle peut être attaquée au nom de la concurrence par ses concurrents, et elle peut être démantelée, comme ça a été le cas pour AT&T, IBM, Ford, dans l'histoire des États-Unis. Ces grandes entreprises ont souvent été démantelées et remises en concurrence. Un dernier mot pour conclure, pour qu'on ait un quart d'heure quand même pour discuter, mais je vous l'ai déjà esquissé sur mon dernier bouquin et sur finalement cette rencontre entre les deux institutions majeures que sont la très grande entreprise, j'insiste, je ne parle pas du café du commerce, du coin, et l'État. Pourquoi? Parce que à travers les 6 grandes révolutions d'Occident, ça c'est Harold Berman, l'historien dont je vous ai parlé,
américain, il nous dit, et je partage, il n'est pas le seul, mais il résume bien, son bouquin est traduit en français, les 6 révolutions de l'Occident. La première, donc grégorienne, la deuxième, la réforme, bien sûr, protestante, de 1517, la révolution anglaise de 1640, au cours de laquelle on a pour la première fois coupé la tête d'un roi, Charles Ier, puis les 2 révolutions américaine et française, et puis la révolution russe. Moi, j'ajouterais volontiers la révolution managériale, qui est une révolution silencieuse, mais en tout cas, voilà les 6 grandes révolutions. Or, c'est à l'occasion de ces 6 grandes révolutions que se sont transformées ces relations entre les 3 grandes institutions, Église, État, entreprise. On peut le résumer tout simplement comme ça, de façon abrupte. Les 2 produits dérivés de la première révolution grégorienne sont l'État et l'entreprise. L'entreprise, je vous ai cité, l'État naît sous la forme de l'État-Église, si vous voulez, ou de l'Église-État. Et cet État-Église va bénéficier de la sacralité du pouvoir spirituel. Et c'est pour ça que le grand historien Kantorowicz peut parler de 2 corps du roi, en disant le corps physique et le corps symbolique. Parce que l'État, au début, bénéficie de la sacralité de l'Église. Mais il va, à partir du XVIe siècle, et très précisément à partir de Machiavel dans Le Prince, qui introduit le mot État au sens moderne, donc au même moment que la Réforme, 1516, l'État va devenir autonome et va mettre pratiquement 2 siècles et demi pour conquérir son autonomie et devenir souverain à travers Baudin, Jean Baudin, le Léviathan de Hobbes et puis les Lumières. Donc au XVIIIe, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, on a un État souverain et même un État absolutiste sous la forme monarchique. Mais aussitôt, vous savez, c'est toujours l'histoire de la roche tarpéienne à côté du Capitole, aussitôt il commence à subir la critique, je vous l'ai dit, des libéraux et la phobie de l'État. Et cette critique va être amplifiée par tous les socialistes et tous les libéraux. Il y a une convergence au XIXe et au XXe siècle de tous les socialismes et de tous les libéraux, à l'exception de Lénine et du léninisme. Et donc, cette critique de l'État, elle aboutit à un moment majeur avec la chute du mur de Berlin. Elle aboutit à la situation contemporaine de l'Occident. Et elle aboutit surtout à l'affaiblissement de l'État-nation, pour certains même à une forme d'extinction, et on voit bien des États aller à la poubelle, y compris à l'occasion de guerres en Grèce, sur le bord de la faillite, ou en Irak, ou ailleurs. Donc l'État qui est devenu autonome et souverain du XVIe, disons au XIXe et au début du XXe siècle, s'affaiblit sans arrêt, et en revanche l'entreprise, et la très grande entreprise qui se développe aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, devient aujourd'hui la puissance hégémonique aux 2 sens du terme, bien sûr économique, mais surtout sur le plan culturel et symbolique. Donc voilà comment je peux résumer la naissance de cette institution hybride qui répond au paradigme cybernétique et au paradigme du management de la Seconde Guerre, élaboré au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la Seconde Guerre mondiale, on a fait le constat suivant: les dirigeants politiques ont failli, puisqu'on a eu les plus grandes guerres, les 2 grandes guerres mondiales, atroces, on a eu les États les plus barbares, totalitaires, fascistes, etc. Conclusion, il ne faut plus confier le pouvoir aux hommes politiques, il faut confier le pouvoir aux machines, aux automates. Un pouvoir automate, un pouvoir par les algorithmes, un pouvoir par la gouvernance par les nombres, comme l'appelle Alain Suppiot. Et on est dans ce paradigme contemporain, il est toujours là, il est contemporain de l'informatisation. Et évidemment, les GAFAM en sont des acteurs majeurs. 3 présidents entrepreneurs, pour juste illustrer ces figures. J'ai pris juste le moment de ce que j'appelle le décisionnisme téléréel, parce que vous voyez la proximité
la mise en scène de la signature, c'est-à-dire on réduit le politique à l'État, l'État au chef et le chef à la signature. Bon, mais ça c'est qu'un exemple parmi 1000. Et voilà quelques traits communs, mais je m'arrête là. Tous trois disent qu'ils font la révolution. Mais qui est, et c'est mon dernier mot gramscien, qui est une révolution passive. Comme l'appelle Gramsci, c'est en période de guerre de position. Et c'était les derniers échanges que j'ai eus avec André Tozzel. Il me disait, Pierre, on est bien dans une période de guerre de position, une révolution passive. La révolution passive, c'est une révolution restauration. C'est-à-dire, c'est une révolution qui transforme tout pour que tout reste pareil, comme dans le Guépard de Lampedusa. Mais il faut l'analyser. Le problème, c'est qu'il faut la comprendre. Il ne suffit pas de la constater ou de la regretter. Et je pense qu'il y a un effort fantastique sur le plan théorique encore à faire dans les mouvements sociaux et dans les mouvements politiques, en remettant la question de l'entreprise au centre du politique, comme l'ont fait tous les socialistes à l'origine des pensées socialistes. Merci, je m'arrête, excusez-moi d'avoir été trop long. Je reprends votre structure ternaire, l'État, l'Église et l'entreprise. Et pour dire ceci, finalement, on a eu historiquement la séparation de l'État et des Églises en France, mais plus ou moins et sous des formes extrêmement diverses et variées, un petit peu partout d'ailleurs, hein, sous des formes, évidemment, quand je dis un petit peu partout, il faut préciser, dans certains pays ça va pas très loin, on dit, il est d'usage de dire que c'est chez nous que cela va le plus loin, etc. Mais enfin bon, pour simplifier beaucoup, on va dire, on a eu cette séparation de l'État et des Églises. Et alors peut-être qu'on peut dire que parallèlement, dans le même temps, parallèlement, on a eu l'articulation et l'articulation de l'État et de l'entreprise. Et alors, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que, au fond, si on veut parler en termes d'objectifs politiques, j'ai presque envie de dire civilisationnel, est-ce que l'objectif, ce n'est pas la séparation de l'État et de l'entreprise ? Alors, merci de la question. Juste sur la première partie, on pourrait dire, comme dans un théâtre, si vous voulez, qu'il y a une scène, et que sur l'avant-scène, c'est ce grand combat qui a pris plusieurs siècles, pour que l'État se dissocie de l'Église, après avoir capté, si je puis dire, la dimension symbolique forte, ou la sacralité, jusqu'à aboutir aux Lumières, et puis ensuite à la laïcité. Donc État séparé de l'Église. Ok. Mais dans les coulisses, ça c'est le devant de la scène, et c'est celui qui a finalement capté toute l'attention de la philosophie politique, et puis de la vision politique occidentale. Dans les coulisses, l'entreprise, notamment à partir du 19e siècle, et la très grande entreprise, a profité, si je puis dire, de l'affaiblissement continu de l'État pour se développer, et en même temps, indépendamment même de l'État, à l'occasion des trois grandes mutations techniques dont j'ai parlé, se constituer comme une puissance culturelle de plus en plus importante.
Aujourd'hui, on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale, on parle de plus en plus du rôle politique de l'entreprise. Alors, ça c'est le devant de la scène et les coulisses. Alors, est-ce que maintenant le combat contemporain, ce serait dissocier l'entreprise et l'État? Ça peut être une réponse. La question pour moi, c'est que l'État ne cesse de s'affaiblir. Et que la chute du mur de Berlin a marqué, elle est sous-analysée. Or, les pierres continuent de tomber. C'est ça le problème, les pierres continuent de tomber. Et l'analyse de la chute du mur de Berlin et de sa portée historique, qui marque la fin du XXe siècle, n'a pas été suffisamment analysée. Donc, avec la chute du mur de Berlin, il y a eu un rejet d'une forme, certes, d'étatisme, très importante en Europe, mais après les critiques antérieures majeures au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que l'hypothèse que vous évoquez, séparer l'État et l'entreprise, supposerait que l'État-nation soit suffisamment fort, soit une puissance, par rapport à l'institution qu'est l'entreprise, qui devient de plus en plus forte? C'est pour ça que, pour répondre à votre question, je pense que s'opère un déplacement du politique, qui n'est pas vu par les politiques eux-mêmes, majeurs, qui sont obsédés par l'appareil d'État, pour ne pas dire l'appareil de la représentation. Je ne dis pas qu'il doit être déserté, mais ce n'est pas pour rien qu'il y a une crise majeure de la représentation politique, et pas simplement en France, mais dans toute l'Europe et dans beaucoup de pays, qui sont obsédés évidemment par le politique au sens stricto sensu, et qui ne voient pas, ou pas suffisamment, le champ de l'entreprise comme nouveau champ de conflictualité, et comme nouveau champ de conquête politique majeure, y compris dans le fait que l'entreprise exclut une partie de la population du champ même du travail et de l'entreprise, et qu'il y a une grande partie de la population qui, par définition, est non active, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé quand même au moment de ce qu'on appelait l'État-providence? Il s'est passé que l'entreprise a refilé, si je puis dire, à l'État la gestion de toute une partie de ce qui aurait dû rester dans l'entreprise et être objet de conflictualité ou de négociation ou d'accord ou de consensus, peu importe, dans l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'État-providence, entre guillemets, se débarrasse de plus en plus. C'est pas simplement la pression néolibérale, c'est beaucoup plus puissant que ça. Je pense que ces analyses sont très réductrices, même si elles ont une part de vérité, je les partage. Parce que pour moi, c'est la convergence de trois phénomènes. Cette vision cybernétique du monde, cette vision managériale au nom de l'efficacité, et cette vision néolibérale. Mais c'est la convergence des trois qui est puissante. Ce n'est pas un facteur. Dans la question, par exemple, et je vais aller au bout de la réponse, poser aux politiques en général et à l'État en particulier la question de son utilité. C'est ce qu'a fait Saint-Simon et Jean-Baptiste, c'est les premiers. Et William Godwin, d'ailleurs, le père de l'anarchisme, avant Proudhon. Poser aux politiques la question de son utilité, c'est le tuer. Puisque vous lui posez la question du comment, uniquement. Comment, par rapport à des objectifs, avoir des résultats. Et après, vous les quantifiez. Alors que la valeur du politique, c'est d'abord le symbolique. Même si le politique s'est dissocié, si l'État s'est dissocié de l'Église, ce qui fait la spécificité du politique, c'est pas l'économique, c'est le symbolique. C'est-à-dire, ce sont les croyances collectives qui font qu'une communauté veut vivre ensemble. Après, elle accepte des règles pour vivre ensemble. Pourquoi? Parce que l'homme est d'abord un animal symbolique, mais bon, je ne fais pas la digression, je ne la développe pas. Mais si un groupe, comme disait Platon, n'est pas un troupeau et devient une communauté, une société, une cité, c'est parce qu'ils partagent, et toute l'anthropologie, toute la philosophie a montré, répété ça, partagent, si vous voulez, des valeurs, des mythes, des croyances du fiduciaire ensemble. Si vous enlevez ça, tout s'effondre. C'est pour ça que le spécifique du politique, c'est le symbolique, même s'il n'est plus de l'ordre du religieux. Alors, si le politique est en train de perdre cette dimension symbolique,
au nom de l'efficacité, ce que demande ou ce que croit que demande, alors que la société est de plus en plus dans une quête de sens, c'est où allons-nous, etc., répond à la question de l'efficacité et de l'utilité en termes chiffrés, la gouvernance par les nombres. Elle ne répond pas, le politique ne répond pas. Il s'automutile, si je puis dire. Ce qui veut dire qu'il faut déplacer le politique. À la fois, il faut le remettre à sa place et sur le terrain symbolique, et le déplacer sur le terrain de l'entreprise. Et je pense que c'est la question centrale, c'est d'élargir la sphère de la démocratie et de la citoyenneté dans la sphère de l'entreprise qui devient de plus en plus une institution majeure. Et qui en plus, évidemment, est interdite d'accès à ceux qui n'en font pas partie, comme par hasard. Donc, voilà des éléments de réponse ou de réflexion. Deux questions. La première, qui n'a pas beaucoup d'importance, dans le tableau précédent, Packard, vous disiez qu'il avait écrit les vendeurs cachés. Non, c'est les persuadeurs, enfin, comment dire en français, je ne sais pas. Voilà, non. Oui, oui. Ça, vous avez compris. Hidden persuaders, non-sailors. Oui, oui. La seconde accord, la deuxième chose, je me trompe un peu de langue. Oui. Juste pour voir si j'ai un peu compris ce que vous avez dit. Vous n'avez pas souligné, mais c'était sous-entendu, il n'y a jamais eu une distribution de richesses tellement unique comme maintenant. À ma connaissance, je pense que jamais dans l'histoire de l'État, il y avait des individus qui avaient le budget d'un État, des revenus égaux au budget d'un État. Maintenant, on le voit. Et c'est comme si une des possibilités de l'État, autre que le symbolique, c'était la distribution du bien-être parmi les habitants. Maintenant, le gâteau, il n'arrive jamais sur la table. Le gâteau a disparu même avant d'arriver à table. Et tout ce qui reste, c'est le miette. Et les États sont en train d'essayer de faire tenir leur pays en distribuant ces miettes. Donc, ils ne peuvent que faire recours de plus en plus à l'idéologie, à la religion, etc., etc., parce que du point de vue du bien-être, ils ne peuvent plus assumer parce que ça ne dépend plus d'eux. Alors, si je me trompe, vous me direz. Merci. Dans toute société, il faut produire des biens et des services. Sinon, on n'aurait pas de vêtements, on n'aurait pas de quoi manger, etc. Or, c'est ça le rôle de l'industrie, entendu au sens large du terme. C'est de faire. Et c'est à la fois une nécessité, si vous voulez, pour tout le monde, pour n'importe quelle collectivité. Mais Marcel Mauss raconte, à juste titre, dans l'essai sur le don en particulier, qu'il a vu une société qui vivait très bien. Donc un bien-être matériel, si vous voulez, parfait. Enfin, très bien. Et qui, collectivement, se suicide. Pour son Dieu, pour faire offrande à son Dieu. Et dans toute société, c'est ça le primat du symbolique. C'est le sens qui est premier. C'est pourquoi vivre et pourquoi mourir. Pourquoi vivre et pourquoi mourir. C'est pas qu'une question de conviction interne, intime, personnelle. Donc, qu'est-ce qui fait, je répète, qu'une collectivité se regroupe? C'est pas simplement une question de besoin matériel, de bien-être. C'est qu'elle partage des éléments qui font communauté, qui font que le troupeau devient un groupe ou une société. C'est le clou de Platon. Si je réponds de façon plus triviale, aujourd'hui, dans tous les pays, la production matérielle et même immatérielle, elle est le fait des entreprises, que ça plaise ou pas. Alors une partie peut être publique, ou relever de l'économie sociale et solidaire. En gros, l'économie sociale et solidaire, qui est une autre forme, fait à peu près 10% en moyenne de la production. Dans un pays comme la France, où il y a encore beaucoup d'entreprises publiques, on peut considérer que le total de la production venant de l'entreprise publique est de l'ordre de 25%. Mais donc 75%, et dans tous les autres pays, c'est beaucoup plus. Peut-être pas en Chine, évidemment, puisque là, on n'est pas dans l'État-entreprise, on est dans l'État-parti-entreprise.
l'entreprise est à la fois liée au parti et l'État au parti. Mais, hors le cas de la Chine et de quelques autres pays, l'essentiel de la production, donc, qui répondrait à la question du bien-être matériel en tout cas, se fait dans les entreprises, dans la production, par le travail collectif. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors après, on peut discuter du rapport capital-travail, c'est bien ce que je dis. Oui, je vous remercie. C'est absolument passionnant. Mais je suis un vieux prof d'histoire et j'ai quelques points sur le rôle symbolique de l'État. Je ne peux pas oublier l'idée qu'on va croire à l'État si l'État est capable de remporter des victoires. Donc s'il est capable d'assurer, alors peut-être que c'est le clou, je ne connaissais pas l'image de Platon, donc je ne vais pas philosopher sur Platon, mais ce qui tient la société c'est un clou, c'est en fer, c'est dur, c'est pas un chewing-gum. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si un État est capable de sauver 4 otages, s'il est capable de tuer des terroristes, s'il est capable de taper du poing sur la table à Bruxelles, s'il est capable, etc., on peut croire à l'État. Donc c'est pas simplement une affaire de consensus, c'est aussi le fait qu'un roi qui finalement a tout perdu à la fin de sa vie, c'était Louis XIV, reste Louis le Grand. Donc je voudrais votre avis sur le sujet. Mais l'autre question qui me turlupine personnellement depuis 30 ans, bah oui, 30 ans, c'est 1989. Parce que vous avez tout à fait raison sur évidemment la chute de l'URSS et la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi l'année, et je suppose que ça devrait faire partie quelque part de vos révolutions, du consensus de Washington. Et le consensus de Washington, je ne sais pas si tout le monde le connaît, hein, mais c'est pour répondre à la crise de l'endettement des États du tiers-monde, où tout le monde, c'est-à-dire les économistes, le FMI, le département du Trésor américain, etc., ont décidé une dizaine de mesures, stricte discipline budgétaire, réforme fiscale, libéralisation des taux d'intérêt, taux de change variable, libéralisation du commerce extérieur, ouverture aux investissements directs de l'étranger, privatisation des monopoles ou des entreprises d'État, qui d'ailleurs devaient servir à payer la dette, non mais ça s'est pas fait, déréglementation des marchés, et donc ce qu'on a fait, c'est que la globalisation qui était inévitable entre les transports, l'information, les satellites, etc., s'est produite en même temps qu'une dérégulation générale, et c'est celle-là qui affaiblit les États définitivement. Je prends pour exemple, à chaque fois que j'interviens, vous trouverez ça sur YouTube, ça dure 1 minute 30 si vous l'avez oublié. Notre pauvre ministre des Affaires, notre pauvre ministre de l'économie, Le Maire, de la 5e puissance mondiale quand même, qui, 6e, qui s'exclame devant l'Assemblée nationale, qu'il est dépité, scandalisé, etc., parce qu'il apprend par la presse que Ford a refusé le rachat de l'usine à Bordeaux, alors qu'il avait tout bien fait. Même Philippe Poutou, précise-t-il, était d'accord, et il est juste dépité. Alors, ou bien ce monsieur, en tant que politicien, n'a pas compris quelle était la force des multinationales aujourd'hui, ou alors il a fait du théâtre. Mais je crois qu'il faut déplacer aujourd'hui les choses. C'est gentil de croire encore à la démocratie et à l'État, mais je crois que les protestations qu'on doit faire aujourd'hui doivent s'adresser directement aux multinationales. Alors, pourquoi pas sur la conclusion de votre intervention. Qu'est-ce qui reste de l'État? Si je reprends encore, pour répondre très vite, de façon lapidaire, une formule de Gramsci sur l'État qui dit c'est l'hégémonie cuirassée de coercition. Effectivement, si vous enlevez l'hégémonie, il reste la cuirasse de la coercition. Donc effectivement, l'efficacité pour l'appareil de la puissance publique. Et d'ailleurs, dans l'exemple que vous citez, quand il reste Louis le Grand, il reste bien la puissance symbolique, une fois qu'il a perdu la puissance et l'efficacité de la puissance publique, de la coercition ou de l'appareil, disons. Alors, 1900... donc, ce que je défends, l'hypothèse que je vous ai soumise, c'est que l'État perd sa puissance hégémonique et symbolique. Une sorte de désymbolisation. Je n'ai pas dit qu'il perdait sa capacité militaire ou de force policière ou de coercition. À la limite,
à la limite, il peut ne rester que ça, parce qu'il faut bien une fonction de ce type de police dans n'importe quelle société. Mais si vous... Je répète, dans n'importe quelle société, le troupeau ne devient une communauté ou une société. Il ne suffit pas qu'il y ait un flic pour taper dessus. Il faut qu'il y ait un berger, si je puis dire, pour guider et un berger qui renvoie à une vision collective. Alors, 1989, vous avez raison, toute la décennie, mais pas pour les mêmes raisons que vous, je dirais la décennie 80 est une grande transformation, c'est ce que disait l'anthropologue Georges Balandier, parce qu'il y a de nombreuses mutations, dont la chute du mur de Berlin, mais sur les libéralismes, je dirais que tout est chez Hayek, que le moment de l'école de Chicago, que la Société du Mont Pèlerin, que Hayek a trouvé tout ça chez Spencer, c'est-à-dire chez Herbert Spencer. Donc il ne faut pas, à mon avis, réduire, je répète, le politique, et c'est le cas là, à l'économique et aux déréglementations. Si on fait du politique centralement une question hégémonique culturelle, il faut réfléchir sur comment se fait-il que l'État, les États, ce n'est pas l'État français en particulier, les États perdent cette capacité de puissance culturelle, ou qu'elle s'effrite de plus en plus. Écoutez, moi je voulais vous dire que je crois que le gouvernement, l'administration, que ce soit l'administration française, l'administration en Amérique du Nord, l'administration partout, c'est vraiment un cauchemar. Alors, cauchemar pour les gens qui arrivent de d'autres pays, cauchemar pour les Français, cauchemar pour les Américains, que ce soit les impôts, les services sociaux, tout est devenu un cauchemar humain, mais pas possible. Vous rentrez là, vous êtes innocent, vous sortez de là avec les menottes parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. C'est ça l'Amérique du Nord. Mais c'est ça en France aussi, hein, je suis désolée. Les gens ne travaillent pas, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire à l'administration française. Bon, ça je m'en fous. Ça je m'en fous parce que les gens ils sont incompétents. Mais j'ai une question pour vous pour le 5G. Je suis sur le 5G. Qu'est-ce qui va se passer selon vous avec ça? Il y a un gros débat actuellement sur l'international mondial. Là, il y a Trump qui a annoncé que pour le 5G... Sur le début de votre intervention, moi je ne partage pas votre analyse. Je pense que il y a des administrations plus ou moins de bonne qualité. Je veux dire, bon, c'est vrai que les services publics se dégradent en France, notamment, pas que pour des raisons budgétaires, mais pour des raisons aussi de management et de finalité donnée aux services publics. Moi, je vois beaucoup de hauts fonctionnaires, ils ne savent même plus trop que signifie l'intérêt général, etc. C'est-à-dire qu'il y a une crise culturelle, mais qui est, je veux dire, l'administration n'est qu'un échantillon d'une société. Dans toutes les sociétés occidentales, vous avez, je le dis en une phrase lapidaire, et ça fait la transition avec la 5G, vous avez un écart grandissant entre la puissance technologique et scientifique, qui ne cesse de croître, ou de s'imposer, j'en sais rien, et la perte de sens, ou en tout cas le questionnement sur le sens. Il y a un écart grandissant. Donc, si vous voulez, entre le pourquoi et le comment, il y a une dissociation, c'est-à-dire qu'on a tellement accentué sur le comment, faire plus efficace, plus, tout ce que vous voulez, grâce à l'industrie et à la technologie, et en même temps, le pourquoi tout ça. Donc, l'interrogation fondamentale de Rousseau. Sur la 5G, elle va se faire comme les autres technologies. Il y a une bagarre entre les États-Unis et la Chine, qui est une bagarre industrielle, là, pour le coup, entre notamment les grands producteurs, parce que la Chine a au moins fait une chose très intéressante, outre qu'en 40 ans, elle a technologiquement et industriellement rattrapé, non sans dégâts, le niveau de l'Occident. Mais enfin, nous, il y a eu beaucoup de dégâts et ça a duré 2 siècles. Mais ils ont donné aussi à manger à 300 ou 400 millions d'habitants qui étaient dans la misère la plus... Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine était, au milieu des années 70, c'est un pays, comme on appelait, du tiers-monde.
même pas en développement, enfin agricole à 90%. Donc la Chine a quelques succès sur ce terrain-là, et elle a su faire ce que l'Europe ne sait pas faire. Si on veut rentrer dans les politiques économiques, par exemple concernant les GAFAM, ils ont su constituer des géants de l'Internet, aussi bien Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, pour contrecarrer ou équilibrer, au moins sur le territoire de la Chine, voire au-delà, maintenant puisqu'ils exportent dans le monde entier, pas Alibaba, mais par exemple les constructeurs. Et donc sur la 5G, c'est ça la bataille, c'est la bataille commerciale entre la Chine. Alors moi j'ai beaucoup lu, pour faire mon bouquin, j'ai beaucoup lu les textes de Trump, parce qu'il a publié 40 bouquins, je ne suis pas sûr qu'il les ait tous écrits, mais à mon avis il y en a quelques-uns où il dit beaucoup de choses, et il les a fait écrire, peu importe. Et puis c'est pour ça que je les appelle télé-réels, c'est qu'il a animé une émission The Adventist de télé-réalité pendant 15 ans sur une grande chaîne américaine, où il avait sa célèbre phrase « Vous êtes viré, you are fired ». Donc il jouait son rôle dans la Trump Tower, où il recrutait des gens. Et donc chez Trump, il y a notamment un de ses bouquins majeurs qui a été un succès de librairie aux États-Unis, qui s'appelle L'art du deal. Et il est complètement il décrit ce qu'il fait, il l'a décrit. C'est un mode de management, justement, de la négociation. On le voit en Corée du Nord, on le voit en Chine, on le voit avec l'Europe, qui est un mode de gestion des affaires. Et typiquement, il introduit toute la culture du management, de l'homme d'affaires, dans le champ politique, et donc il traite les autres États, les grands dirigeants, ils n'ont pas encore bien compris. Ils auraient dû lire les textes de Trump, ils se demandent toujours qui est Trump. Et donc il dit clairement ce qu'il fait. Mais c'est exactement ce qu'a fait Berlusconi le premier. Berlusconi, pourquoi il a été pionnier? C'est que c'est intervenu juste après la chute du mur de Berlin, au moment où tous les partis politiques italiens ont été dévastés. Et dans ce contexte, il a importé toutes les méthodes du chef d'entreprise explicitement dans le champ politique. Et Trump, au début, quand il a été élu à la fin de 2016, a été surnommé Trumpusconi. C'est la contraction, par toute la presse anglo-saxonne, la contraction de Trump et Berlusconi. Et d'ailleurs, un des conseillers de Berlusconi est un conseiller de Trump. S'il n'y a pas de doigt levé, moi, deux questions très rapidement. Alors, vous avez identifié dans la révolution cybernétique un élément majeur de la révolution industrielle, sa forme moderne. Mais il me semble que, compte tenu du fait que le cybernétique, ça veut dire se départir du gouvernement, en fait, puisque les machines gouvernent automatiquement, j'ai du mal à accorder ça avec le fait qu'apparaissent des figures politiques qui ont une dimension très autoritaire, très incarnée. Et donc je me demandais si vous arriviez à accorder ces deux idées. Donc la cybernétique, c'est l'absence de gouvernement, ces machines qui gouvernent. Et deux, ce qui me semble être contradictoire, on a des personnages politiques. Alors effectivement, il y a un certain nombre de réponses dans le slide que vous avez fait apparaître. Des personnages politiques qui se présentent comme des incarnations fortes du gouvernement. La deuxième question que j'ai, je suis un peu embêté par la place qu'on accorde au mythe, que vous accordez au mythe, parce que une des fonctions de discours, disons, qui identifie dans des pratiques une mythologie en arrière-plan, c'est aussi d'avoir une fonction critique. Si on dit une mythologie, c'est pour dire attention, il y a un discours qui masque une réalité. Par exemple, il y a tout un discours aujourd'hui sur les machines, ou sur les automates, ou sur les robots, ou sur les algorithmes, ou sur l'intelligence artificielle, qui a une part mythologique, qui dissimule ce qui se passe vraiment derrière. C'est-à-dire, par exemple, Antonio Casilli a montré que l'intelligence artificielle, ça a dissimulé du travail qui n'était pas mis en évidence, bon, et pas payé la plupart du temps. Donc, à partir du moment où on affirme que le mythe est nécessaire, quelle place il reste pour la critique? C'est ça la question que je me pose, parce que si on dit il faut du mythe pour qu'une société tienne, alors quelle place il reste pour un discours critique à l'égard de l'institution entreprise? D'autant plus que vous avez bien montré qu'il y a des institutions de l'imaginaire qui secondent l'industrie réelle, on va appeler ça comme ça, et ces industries d'imaginaire, elles sont quand même en grande partie constituées pour
justifier, légitimer, enfin, elles ont une fonction idéologique, des conceptions de la société ou un mode de vie qui est au service de l'entreprise. Enfin, quand vous avez cité Adorno et Keimer, c'est précisément ce qui montre dans la dialectique de la raison. Donc voilà, mes deux questions. Sur la première question, j'articule pas les deux, mais je peux vous dire, je vais dire entre cybernétique et pouvoir autoritaire politique. La cybernétique est très importante, non seulement parce que c'est la philosophie liée à l'informatique, bien sûr, mais parce que finalement il y a le rêve d'un pouvoir automate, mais il y a aussi l'idée très puissante qui va rejoindre la critique à laquelle vous faites allusion de Casilli, que l'ordinateur est comme un cerveau, et que le cerveau est comme un ordinateur. D'où, c'est ça la grande idéologie de la Silicon Valley. La Silicon Valley considère non seulement la captation de l'attention, mais finalement que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Et c'est ce qui est dit partout, notamment dans tous les discours sur l'intelligence artificielle. C'est une hypothèse. Bon, enfin, je ne vous parle pas de l'intelligence, on pourrait discuter longuement de l'intelligence artificielle, mais ça supposerait que l'être humain, que vous réduisez le corps humain au cerveau, ce qui est absurde, et le cerveau à un ordinateur, ce qui est deux fois absurde. Puisqu'on pense avec tout son corps, aussi bien avec ses pieds qu'avec ses bras, qu'avec sa main. Bon, bref. Donc, en tout cas, il y a une réduction dans la cybernétique, et en même temps une philosophie de la cybernétique qui est celle-là, qui est à la fois celle du pouvoir automate et celle de la réduction de l'être humain à une machine. Et dans le pouvoir politique autoritaire, dans ce slide syndiqué, mais c'est un autre phénomène qui joue, c'est que, comme il y a une désymbolisation du politique, qui est en partie liée à la cybernétique, mais pas que, il y a une désymbolisation du politique, pour compenser la désymbolisation, je vais vous donner un exemple très précis, on va augmenter la mise en scène du corps du chef. Typique, c'est Macron. Il a bien identifié qu'il y avait une désymbolisation du politique. Il n'a pas arrêté de le dire. Les Français ont coupé la tête du roi, bon machin. Donc il manque une dimension symbolique. À la limite, pourquoi pas. Donc je vais être Jupiter. Sauf que ça ne marche pas. Ce qui veut dire que le symbolique ne marche plus pour le politique. Donc il surjoue la mise en scène du corps. Par exemple, quand il fait les débats dans le grand débat public, suite au mouvement des Gilets jaunes, il se met en scène au centre du débat, devant les caméras bien sûr, il enlève la veste, il se place comme un animateur de télé-réalité et il donne la parole. Donc il joue le corps, y compris en enlevant la veste. Donc il compense la désymbolisation par la surincorporation, comme je l'appelle. Sur la deuxième question, sur le mythe, il faut voir que le mythe, si on prend le mot mythe, chez les Grecs, mythos et logos se complètent, mais justement, ils ne sont pas du tout rentrés dans l'industrialisation. Ce que Rousseau aime chez les Grecs, c'est qu'ils n'ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix philosophique de la construction de soi en soi comme industria, et pas de soi sur le monde. Quand on réfléchit sur les idéologies, si on prend ce terme, contemporaines, les technologies et la technoscience est très puissante de ce point de vue-là. Elle est porteuse de mythes. C'est-à-dire que, je cite encore Georges Ballandier, l'anthropologue, il dit il ne faut plus parler de technique, il faut parler de techno-imaginaire. Techno-imaginaire. Pourquoi? Parce que toute technique porte un discours, porte une représentation. Et donc, ce qu'il s'agit de critiquer, ce n'est pas les techniques, c'est les discours sur les techniques. Ce n'est pas l'informatique, c'est le discours sur l'informatique. Exemple, la cybernétique. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le discours sur... Donc, parce qu'il y a un imaginaire très puissant et qui va nous enfermer entre les technophobes et les technomessianistes. Les technomessianistes de la Silicon Valley et des GAFAM, et les techno-catastrophistes ou autres, ou pessimistes, qui vont dire il faut tout arrêter, comme si c'était possible. Donc il ne faut pas se laisser enfermer
là-dedans, il faut faire, et c'est un chantier majeur, un discours critique, une analyse critique des discours sur la technique. Et pas simplement les renvoyer à un réel comme fait Casilli. Je suis d'accord avec Antonio Casilli, on est dans la même école, on travaille beaucoup ensemble. Mais c'est pas de dire, ah oui, mais il y a une vérité cachée qui serait le travail parcellaire. Bien sûr, il a raison. Ou il y aurait Foxconn derrière Apple, machin truc. Bien sûr. Mais c'est pas de toujours dire, ah oui, derrière l'idéologie, il y a une économie implicitement, ce qu'est la vulgate marxoïde, comme je l'appelle. Non, à l'intérieur même du discours hégémonique, il y a une conflictualité à mener, et la place de la critique, c'est pas de révéler un complot, c'est de monter un discours critique alternatif. Et c'est le rôle majeur pour moi des intellectuels. Je peux poser une question rapide, monsieur? Oui. Monsieur. Vous dites là, Trump, Berlusconi et Macron, 3 entrepreneurs, présidents entrepreneurs. Mais Macron, en quoi il est entrepreneur? Businessman. Il a jamais fondé une société. Je ne juge pas, ni en positif ni en négatif, les uns ou les autres. Mais Trump et Berlusconi ont créé des sociétés. Vous me direz qu'ils ont aussi trué un DNA. Ça, c'est une autre chose. Mais Macron, c'est un fonctionnaire. Comme Pompidou, c'est un fonctionnaire d'une grande banque qui a été relevé par un président, qui l'a mis à l'économie et puis il a la place. Il n'a jamais fondé une société. Mais ce n'est pas une critique de M. Macron ou un jugement positif pour les autres. C'est juste une question pour vous. Pourquoi vous les mettez ensemble? Bien sûr, Emmanuel Macron n'a pas été chef d'entreprise. Il vient en France, de ce qu'on appelle l'élite de l'élite, c'est à l'inspection des finances. L'inspection des finances, c'est 250 personnes de même corps qui passent tout leur temps, si je puis dire, mais c'est leur activité centrale, à faire le lien entre le secteur privé et le secteur public, entre le monde de l'État et le monde de l'entreprise. Ils sont formés pour ça. Ils font la passerelle. Et oui, ils font la passerelle. Ils font la passerelle État-entreprise. C'est eux le trait d'union en France, dans le cas particulier de la France, de État-entreprise, c'est le trait d'union. Après, je pourrais dire que dans sa biographie, bien sûr, il a passé 4 ans chez Rothschild, tout le monde le sait, à faire des montages de fusion-acquisition. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, je répète. Je suis sur le terrain hégémonique, c'est-à-dire de la production politico-intellectuelle. Or, quel est le rêve qu'a proposé Macron à la France? C'est la Startup Nation. Il n'a pas arrêté de le répéter. Et c'est le modèle managérial, le modèle en particulier de la start-up. C'est pour ça qu'il va régulièrement à la station F à Paris, qui est un regroupement de start-up, 2 fois déjà depuis son élection. Donc c'est le mythe de la Silicon Valley. C'est-à-dire à la fois le numérique et le management. C'est le discours central. C'est pour ça qu'il reçoit Zuckerberg encore hier. C'est pas simplement pour régler des histoires de régulation de Facebook. Ça c'est pour la galerie, pour les médias. C'est fondamentalement pour dire, mais vous voyez, vous êtes, non seulement vous êtes puissant, donc aussi puissant qu'un État, mais vous êtes un interlocuteur sérieux parce que vous êtes dans le champ du management et du numérique. Donc vous êtes sur mon terrain et par miroir, vous validez ma démarche. Vous voyez, le niveau critique, il faut savoir le placer là où il se joue. Sinon, on reste toujours sur renvoyer à l'économique, renvoyer le politique à d'autres, à l'administration, renvoyer le politique ailleurs que là où il se joue centralement dans le moment que nous connaissons. Le moment de la politique, si on veut la mettre en perspective par rapport aux politiques. À propos du texte qui est sous nos yeux, là, chef d'un État réduit régalien, police armée. Moi, je m'interroge beaucoup parce que il reste encore, c'est vrai, toute une série d'administrations. Alors, il y en a quelques-unes, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour qu'elles disparaissent. Je pense notamment aux impôts. Par exemple. Mais on fait tout ce qu'il est possible de faire pour que cela disparaisse et que ça soit pris en main par les entreprises.
avec l'idéologie des entreprises et au passage, elles vont pouvoir utiliser le pognon des contribuables, c'est-à-dire des citoyens, pour pouvoir le placer pendant quelques temps. Ça me gêne un petit peu. Mais moi, j'étais enseignant et un des trucs qui m'a profondément marqué, c'est l'évolution idéologique que l'on a mis en place à travers l'école, mais aussi peut-être à travers ce qui était des médias d'État. Je pense à la télé, je pense à la radio. Quand on voit de quelle façon aujourd'hui c'est utiliser tout cela uniquement pour diffuser l'idéologie de l'entreprise, je crois que là-dessus on a un réel problème. Il ne faut pas se dire on a réduit aux régaliens police, armée. C'est vrai qu'on tend à le faire, mais en même temps, dans ces administrations-là, on fait en sorte que ce soit l'entreprise qui dirige, et dirige idéologiquement parlant. Moi, un des trucs qui m'a frappé ces derniers temps, c'est l'histoire de l'ENA. Ah, l'ENA, oui, tous ces hauts fonctionnaires qui sortent de là, font l'inspection des finances, c'est des affreux. Et effectivement, il y a tous ces pantouflages dans un sens ou dans l'autre qui existent. Mais ce qui me semble le pire, c'est que pour pouvoir désigner l'État, qui quand même, au départ, était une institution qui était une avancée par rapport à ce qui se passait auparavant. Ça a été créé à la Libération avec l'idée de former des fonctionnaires républicains d'un haut niveau. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. L'idéologie qui est diffusée là-dedans, c'est autre chose. Et la preuve, c'est qu'une des rares avancées d'après 81, c'était l'ouverture de la troisième voie à l'ENA. Ça a été une des premières choses qui a été faite, on l'a supprimée. Et aujourd'hui, on dit ça ne marche pas. Mais bien sûr, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de promotion qui puisse se faire à l'égard de gens qui ont une valeur, une réflexion critique sur ce qu'est le fonctionnement de l'État. Moi, là-dessus, je suis un petit peu gêné. Je crois qu'on n'a pas suffisamment réfléchi sur ce que sont les moyens de l'État, même si ces moyens ils sont mis à disposition des entreprises. Je laisse Pierre Musso répondre. Et juste deux choses. Vous avez un panier de collecte pour soutenir nos activités à la sortie. Et on annonce juste le samedi 1er juin la prochaine conférence qui aura lieu avec Axel Kahn. Attention à Saint-Roch, à la Maison des Associations. Je laisse Pierre Musso répondre maintenant. Écoutez, la question c'est, bien sûr il y a des réglementations, bien sûr il y a, si vous voulez que les puissants soient puissants idéologiquement et tiennent l'hégémonie, je dirais, c'est un constat banal. Ils ont le pouvoir. Et que l'ENA ait comme axe central le management, c'est clair depuis longtemps, c'est pas récent. Alors la question c'est, est-ce qu'on a la nostalgie? Alors on est dans un pays où l'État, héritage de la monarchie et puis de plein de choses, des révolutions notamment de 36, 45, 68, où le secteur public et l'État est encore fort, à une tradition, etc., à une culture. La question c'est, est-ce qu'on veut élargir, retrouver un État-providence? Est-ce qu'on veut retrouver un État fort, et comment? Et pourquoi? Où se pose la question de la démocratie? Au-delà du constat, moi, ce que j'essaye de faire, j'ai insisté, c'est de souligner le fait que non seulement on est dans un moment historique de révolution passive où l'État tente à se confondre ou à se rapprocher ou à s'hybrider avec l'entreprise, et réciproquement pour l'entreprise, et donc où il y a une nécessité d'élargir la sphère du politique au-delà de l'État et en particulier du côté de l'entreprise. Et d'autre part, d'insister sur la crise d'hégémonie de l'État, qui ne s'en aperçoit pas. C'est pas simplement le déversement, je dirais, d'une idéologie libérale, etc. C'est plus puissant que ça, c'est un affaiblissement interne, indépendamment de
si je puis dire, en plus de l'offensive libérale. L'offensive libérale, elle n'est pas nouvelle, et elle a été accentuée par, je dirais, la chute du mur de Berlin, pas simplement par le succès de l'école de Chicago. Les deux sont liés, d'ailleurs, en partie. Donc, la question politique, c'est quelle alternative? Quelle alternative? Or, cette alternative, il faut la penser, il faut la faire, mais il faut la penser. Et c'est par rapport à la défaillance du politique, des partis, des mouvements, etc., à poser cette question. Et c'est le rôle des intellectuels, ce rôle critique, ce rôle d'analyse et ce rôle critique. Après, c'est aux hommes politiques, aux femmes politiques ou à des mouvements de le faire. Mais je pense que écoutez, je vais au fond. Si je dis que l'homme est un animal symbolique, je vais au fond et je dis les idées gouvernent le monde. Les idées gouvernent le monde. Et c'est parce que les grandes entreprises et les institutions sont en train de prendre le relais intellectuel hégémonique des États qui l'ont eu un moment, notamment en France, qu'on est dans la crise dans laquelle on est et dans la situation dans laquelle on est. Donc il y a un boulot de reconstruction ou de construction intellectuelle massif, très important, et sur lequel, voilà, bon, personnellement, j'y contribue très, très modestement, comme n'importe quelle autre personne qui essaie d'écrire des bouquins et de faire partager ses idées. Bien.